Dubaï et son panorama emblématique de gratte-ciel. La première ville des Émirats arabes unis se distingue par ses projets architecturaux révolutionnaires. De la plus haute tour du monde à la structure en forme de voile qui abrite le seul hôtel du monde à afficher 7 étoiles. Quelques-uns des meilleurs architectes internationaux ont façonné cette mégalopole depuis des décennies. L'un des plus illustres, c'est probablement le Danois Janus Rostock, l'homme qui a imaginé l'opéra de Dubaï. Janus, merci d'être avec nous au sein de ce qu'on pourrait qualifier de joyau de la couronne de Dubaï en matière d'architecture, son opéra. Merci beaucoup, je suis ravi d'être là. Que ressentez-vous en voyant que l'espace que vous avez conçu est utilisé ? C'est formidable d'être architecte et de réaliser des projets que les gens investissent. L'une des choses très gratifiantes pour moi, c'est quand j'arrive dans un bâtiment avec certaines idées sur son aspect, sur le sentiment qu'il peut donner, sur son utilisation, de me rendre compte que finalement, les gens l'emploient d'une autre manière, qui peut être meilleure d'ailleurs. Et je crois que c'est vraiment l'essence même de ce que nous faisons. On aménage le décor pour que la vie s'installe. Mais la vie, on ne peut pas la prévoir. Quel défi avez-vous dû relever quand vous avez travaillé sur ce projet ? Je crois que le plus grand défi à relever pour l'Opéra de Dubaï, que nous avons conçu au sein du cabinet Atkins, consistait à créer un bâtiment avec juste à côté le plus haut gratte-ciel au monde, la plus grande fontaine au monde et l'un des centres commerciaux les plus vastes au monde. Et il s'agissait de trouver comment imaginer un opéra qui puisse être capable de rivaliser, entre guillemets, avec ces merveilles architecturales. Où trouvez-vous votre inspiration? À partir de quoi créez-vous quelque chose comme cela? L'idée générale d'avoir un bâtiment qui a une forme de boutre, de petit voilier, est liée au fait que ce bâtiment est ancré à Dubaï. La tribu des Baniyas est arrivée ici, elle s'est installée dans la crique et c'est en fait le boutre qui a apporté la prospérité grâce à la récolte des perles et la pêche. Et il a aussi amené le commerce ici. Dubaï est un carrefour commercial. Le boutre lui-même appartient à cette histoire et il se trouve aussi que le père de l'un de nos clients construisait des boutres. Le père d'un autre était capitaine de boutre. Donc c'est quelque chose qui est profondément enraciné dans la culture émirati. Dubaï a une identité tellement forte, son panorama de gratte-ciel est connu dans le monde entier. Selon vous, pourquoi l'architecture est-elle si spectaculaire ici? Pour moi, Dubaï est une ville intéressante dans le sens où c'est un terrain de jeu, un bac à sable pour de nombreux architectes. Elle nous permet de tester des idées différentes. Il y a très peu de limites à notre imagination. Nous avons des budgets, nous devons les respecter, nous avons des contraintes, mais nous pouvons faire preuve d'une imagination sans limite dans nos projets. Est-ce étrange pour vous de venir ici et de voir que votre bébé est désormais entre d'autres mains? Ça ne me pose pas de problème de l'abandonner. Et comme je l'ai dit, il faut avoir conscience que quand on est architecte, le processus de design et de création s'arrête quand on finit nos dessins. Ensuite, on se rend sur le site et on entame le suivi de ce qui se fait sur place. Mais vous savez, on a d'autres enfants, des projets nouveaux sur lesquels on commence à travailler. Revenons au point de départ. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'être architecte et de rejoindre ce secteur d'activité? J'ai su dès l'âge de 8 ans que je voulais devenir architecte. Mon grand-père était architecte. Quand j'étais enfant, il ne pratiquait plus vraiment. Il était le PDG du cabinet pour lequel il avait travaillé. Mais c'est ce qui m'a amené à m'intéresser à l'architecture, à apprendre comment les choses étaient construites. Qu'est-ce qui vous a attiré à Dubaï? En quoi est-ce différent de travailler ici? Je crois que Dubaï est extraordinaire du fait de sa localisation dans le monde. 2/3 de la population mondiale vit à maximum 8 heures de vol d'ici. Ici, nous représentons tous des minorités. Les Émiratis eux-mêmes appartiennent quasiment tous à une minorité. Et le résultat, c'est que cela nous incite à nous écouter les uns les autres. On est tous curieux. On ne dit jamais « on a l'habitude de faire les choses comme ça », parce qu'il n'y a pas d'habitudes qui ont été prises.
Chacun voit le monde de manière légèrement différente. Et c'est ce qui, pour moi, permet cette innovation qui se concrétise ici. Cela nous donne la possibilité de nous concentrer sur ce que nous faisons et sur la manière dont nous partageons l'architecture. Il y a une idée que vous défendez ardemment. Vous dites « l'architecte star n'existe plus ». Qu'entendez-vous par là? Je reçois beaucoup de mérite pour le travail que font les équipes avec lesquelles je collabore. Pour moi, l'architecture, c'est un sport d'équipe. Il faut tenir compte de toute l'équipe. Je peux faire ce que je fais uniquement parce que je travaille avec des gens brillants. C'est pour cela que je dis que l'architecte star n'existe plus. Avec la masse de nouveaux matériaux disponibles, la technologie et la complexité du monde actuel, nous devons travailler au sein de grandes équipes dont les membres disposent de toute une série de compétences différentes. Comme vous l'avez dit, Dubaï est un melting pot. Est-ce que cela a été facile de passer de l'Europe au Moyen-Orient? En fait, nous sommes des aventuriers. Nous sommes arrivés en 2005 et à l'époque, Dubaï n'était pas comme aujourd'hui. C'était un immense site de construction. Il y avait des grues partout, beaucoup de poussière et en un sens, c'était un peu le Far West. Ce que vous voyez aujourd'hui, c'est une version édulcorée de ce qu'était Dubaï quand nous sommes arrivés. Cela dit, c'était quand même un lieu qui nous attirait. Il y avait des gens accueillants, des projets très intéressants et nous avions de formidables opportunités pour mettre en œuvre nos compétences acquises en Europe. Le port de Dubaï, le centre Al-Kifaf, l'île Blue Waters et le port de la crique de Dubaï ne sont que quelques-uns des grands projets auxquels Janus Rostock a participé. Très souvent, ces projets suivent leur propre voie. Il se peut que vous démarriez le projet, puis que quelqu'un d'autre le poursuive ou qu'on le reprenne après que quelqu'un d'autre soit intervenu dessus. Tous ces projets sont exceptionnels dans la manière dont ils ont transformé ou ils transformeront le visage de Dubaï. Enfin, pourriez-vous nous dire quel est votre joyau caché à Dubaï? Cela peut être un lieu secret, un endroit où vous avez vécu quelque chose de spécial. Je suis un grand buveur de café, donc j'aime beaucoup le café. Et Dubaï est devenu la Mecque des petits coffee shops. Et je pense que l'une des choses que je peux vraiment recommander, c'est de vous rendre dans ces lieux spécifiques et d'y déguster un excellent café. Je parie que vous avez besoin de beaucoup de café avec tous vos projets. Janus Rostock, merci beaucoup pour cette interview.